L'Assemblée générale des Nations Unies, on l'a dit, sans les présidents russes et chinois. Riyad Sidawi, comment traduire ces absences dans la conjoncture explosive du moment? Tout d'abord, c'est la solidarité totale entre la Chine et la Russie avec les pays des BRICS et les pays de traité de Shanghai. Ils représentent plus que la moitié de la planète. Donc, c'est une solidarité sino-russe. Deuxièmement, nous savons bien que à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique a été l'acteur principal qui a gagné la guerre contre le nazisme, contre l'Allemagne hitlérienne et a fondé avec d'autres évidemment l'ONU. L'ONU et l'Union soviétique jouissaient de droits de veto. Aujourd'hui, c'est la Russie qui a hérité l'Union soviétique. La même chose pour la Chine, jouit du droit de veto. Ces deux pays, à titre d'exemple, ils ont au sein du Conseil de sécurité, ils ont protégé plusieurs fois la Syrie. Les Américains, les Anglais, les Français ont voulu une résolution à la libyenne comme celle de 1973 qui a permis l'attaque de l'OTAN contre Tripoli, mais toujours les Chinois et les Russes utilisent le droit de veto. D'ailleurs, un seul veto, ça suffit, on n'a pas besoin de deux vétos. Quand les Très bien. Chinois ont été interrogés, ils ont dit game is over. On a compris ce qui se passe dans ce printemps arabe. Vous visez les républiques nationalistes qui ne sont pas soumises à la domination américaine. Oui. Aujourd'hui, le monde a changé. On est face à deux blocs, l'Est contre l'Ouest. L'Est, évidemment, c'est la Chine et la Russie. D'ailleurs, c'est l'Inde. L'Inde aussi fait partie des deux conventions. Elle fait partie du pays de BRICS et fait partie du traité de Shanghai. Donc, c'est une solidarité totale et je pense que l'action militaire, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a été collaborée, si vous voulez, implicitement avec la Chine. Ça veut dire que Poutine a informé les Chinois pendant les Jeux Olympiques de son plan et ils ont approuvé ce plan. C'est pour cette raison qu'ils ont toujours soutenu sur tous les fronts la Russie. Très bien. Karine Béché-Golovko, comment traduire l'absence des présidents russes et chinois à l'Assemblée générale des Nations unies dans cette conjoncture, on l'a dit, explosive? À mon avis, il y a plusieurs éléments qui est important de prendre en considération. Tout d'abord, on peut rappeler que techniquement, déjà, toute la délégation russe n'a pas reçu les visas pour participer Oui. à cet événement, ce qui est une violation flagrante par les États-Unis de leurs obligations par rapport à l'ONU. Donc déjà un problème logistique. Déjà, mais même plus politique que logistique, puisque c'est pas la première fois. Et cette méthode est utilisée par les États-Unis à l'encontre des délégations qui la dérangent. Or, rappelons quand même que l'ONU est hébergée aux États-Unis et que les États-Unis doivent garantir l'accès des délégations nationales aux événements organisés. Donc déjà, ici, l'on voit la manière dont les États-Unis instrumentalisent l'ONU et au fur et à mesure des années, ont transformé cette organisation internationale en organe de gouvernance globalisée qui est largement dominée par les pays atlantistes. Ce qui explique en fait la deuxième remarque que je voulais faire, à savoir que effectivement, comme votre collègue l'a souligné à très juste titre, le droit de veto a été largement utilisé par la Russie et par la Chine ces derniers temps. Et cela montre une chose, non pas que l'ONU ne fonctionne pas, mais que nous sommes face à une crise existentielle sur le plan international qui ne peut pas être résolue par des compromis. Le fait que l'ONU ne puisse pas résoudre cette crise, je dirais, est presque heureusement et normal, puisque sinon ça voudrait dire que les États ne sont plus souverains et qu'un organe supra-étatique permettrait de résoudre tous les conflits qui mettent en cause pourtant les intérêts nationaux vitaux des pays, ce qui serait en fait la fin des États et la fin pour nous de nos libertés. Donc ici, voilà, nous sommes à un conflit qui est beaucoup plus grave, qui n'est pas en fait un conflit juridique, c'est pas la question d'une réorganisation de l'ONU qui va pouvoir changer les choses, c'est la question de la sortie de ce conflit géopolitique et de savoir dans quelle configuration du monde nous allons arriver et configuration qui va devoir entraîner avec elle également la mise en place d'une nouvelle structure et d'une nouvelle infrastructure.
Madame Golovko, certains experts parlent justement d'une volonté d'isoler particulièrement la Russie lors de cette Assemblée générale. Le pays est déjà sous le coup de multiples sanctions à cause de son engagement militaire en Ukraine. À quoi peut-on s'attendre? À mon avis, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi, puisque effectivement, il y a à la fois cette volonté d'isoler la Russie, mais l'on ne parle que d'elle en fait. Donc c'est assez surprenant pour quelqu'un que l'on veut isoler. Le meilleur moyen d'isoler, c'est d'ignorer. Or, il est évident que la Russie est un acteur majeur sur la scène internationale. L'ignorer est absolument impossible. Et comme nous l'avons souligné, l'isoler également, puisque en tout cas, la plus grande partie des populations du monde et de la surface du monde n'est pas en tout cas contre la Russie et n'a pas adopté de sanctions contre elle. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, dans le cadre de cette guerre en Ukraine, en tout cas sur le sol ukrainien, il y a aujourd'hui même d'ailleurs une montée d'un cran puisque les républiques de Donetsk et de Lugansk, les régions de Kherson et de Zaporozhye ont annoncé la tenue d'un référendum d'entrée dans la Fédération de Russie entre le 23 et le 27 septembre, donc très très bientôt. Immédiatement, les États-Unis, l'OTAN, la France, l'Allemagne et selon certains sont suivis par beaucoup d'autres pays ont annoncé que a priori ces référendums sont illégaux et leurs résultats ne seront pas pris en compte, ce qui en fait n'a strictement aucune importance puisque ce sont les peuples eux-mêmes qui ont le droit de s'autodéterminer, l'État ukrainien étant inexistant juridiquement. Très bien. Mais nous allons attendre effectivement des réactions très fortes derrière, puisque c'est une claque monumentale déjà politique lancée à cette armée atlantico-ukrainienne, mais surtout il y aura des conséquences derrière, puisque ces territoires étant membres et rentrant dans la Fédération de Russie, à partir du moment où des armes de l'OTAN ou des soldats de l'OTAN vont les attaquer, ils vont attaquer la Fédération de Russie, ce qui veut dire que le conflit formellement va monter d'un cran. Très bien, Riyad Sidawi, on parle donc d'isoler davantage la Russie lors de cette Assemblée générale des Nations Unies. La Russie déjà sous le coup de multiples sanctions. À quoi peut-on s'attendre dans cette Assemblée générale? Pas grand-chose parce que les règles du jeu ont été mises à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. On a un Conseil de sécurité qui se compose de 5 pays permanents qui ont le droit de veto, dont la Chine et la Russie. On a les 10 pays qui se changent au sein du Conseil de sécurité. On a l'Assemblée générale, le secrétariat. Ce sont des règles de jeu qui ont été respectées pendant la guerre froide entre l'Union soviétique et le bloc de l'Ouest. Donc, certaines voix en Occident ont été enlevées en disant que pourquoi on ne chasse pas la Russie du Conseil de sécurité. La Chine a utilisé un veto. Cela a été affiché par les États-Unis notamment, oui. Oui, si vous chassez la Russie, ça veut dire vous chassez la Chine. Ça veut dire l'ONU s'éclate en deux. Ça veut dire on va voir deux ONU finalement et le monde s'éclate en deux parties, l'Occident contre l'Est, l'Orient contre l'Est, contre l'alliance sino-chinoise indienne. Donc le monde va totalement changer. Je pense que les Américains finalement peuvent être rationnels et c'est une aventure mal calculée et qui ne peut pas aboutir vraiment à une paix mondiale. Karine Béché-Golovko, ce point est très important. Il y a cette volonté de réformer le système des Nations Unies. L'administration américaine, comme l'a dit M. Sidawi, a clairement affiché sa volonté de priver la Russie de son droit de veto. Cela ne s'avère pas chose facile. Non, effectivement, déjà, tout à fait d'accord. Entre les grandes déclarations et les possibilités juridiques, il y a un monde. Et il y a de fortes chances que cela s'arrête aux grandes déclarations, puisque juridiquement, le système de l'ONU est extrêmement ficelé et il est extrêmement difficilement réformable, ce qui est fondamental. Si l'on veut mettre en place un système pérenne, il faut qu'il soit quand même stable et pas avoir la possibilité de le changer en fonction des intérêts géopolitiques des uns ou des autres à un certain moment. Par ailleurs, Biden vient de déclarer justement que les États-Unis ne soutiendront pas lors de
du discours américain une proposition d'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité, ni le fait de lui faire perdre son rang de membre permanent. Donc déjà, il faut une certaine marche arrière qui est assez rationnelle, puisque sans la Russie, l'ONU n'a strictement aucune raison d'être, Oui. et nous arriverons dans ce cas-là au même résultat que la SDN, c'est-à-dire à un acte de suicide collectif. Et il y a aussi, Madame Golovko, les Occidentaux mènent une campagne hostile contre la Russie, ça, on l'a compris. Moscou veut un monde multipolaire. Cela n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Vladimir Poutine réussira-t-il, selon vous, à mettre fin à cette hégémonie qui ne cesse de décrier? C'est le but, en tout cas, de l'opération lancée sur le sol ukrainien, puisque rappelons que justement l'un des buts fondamentaux de cette opération, c'est de mettre en place ce processus de déglobalisation, c'est-à-dire de mettre fin à la domination des États-nations par le système global atlantiste. Et l'Ukraine est le cœur en Europe, et en tout cas le symbole vivant de ce qui se passe lorsqu'un État perd sa souveraineté et qu'il est totalement instrumentalisé de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il devient un territoire, un champ de bataille qui n'est même plus apte à défendre les intérêts de ses populations et qui est condamné à la disparition, ce qui dans tous les cas, en tout cas, est déjà acté. L'Ukraine déjà en tant que pays a disparu. La Russie réussira, à mon avis, déjà parce que le système Grâce à ses global est alliances? devenu même déjà, on va dire théoriquement, philosophiquement, parce que le système global en tant que tel est devenu un système totalitaire. Or, tous les systèmes totalitaires ne se maintiennent que par la force et par la répression, ce que l'on voit, toutes ces menaces, par exemple, contre la Hongrie quand elle ne joue pas le jeu, les menaces utilisées par les États-Unis contre les pays qui ne s'alignent pas, etc. Ce n'est pas un système qui plaît, c'est un système qui s'impose. Donc, c'est un système qui, à terme, de toute façon, est condamné à périr. Et deuxièmement, parce que, justement, la Russie propose en contrepartie un système de liberté, un système d'État-nation, un système qui permet le pluralisme et la prise en compte des intérêts nationaux, des intérêts des peuples, dans toute leur diversité. Et c'est un système qui effectivement plaît. Et elle a de plus en plus d'alliés, à la fois au niveau politique et étatique, comme a dit l'Inde, la Chine, il y a également les pays, l'Algérie aussi qui soutient cette position. Il y a également au niveau des populations, en Europe, une sympathie profonde envers les positions développées par la Russie, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi tout à coup nous sommes tombés, les pays occidentaux ont basculé dans un système quasi totalitaire. Très bien. Et donc la Russie, oui, la Russie est amenée à gagner si elle réussit, elle aussi, sur son propre territoire, à déglobaliser, c'est-à-dire à sortir ces élites de tous ces mécanismes globaux qui à la fois ont conditionné leurs esprits pendant des années et ont conditionné la mise en place d'un certain nombre de politiques intérieures. Ça, ce sont les deux terrains sur lesquels elle doit jouer. Et a priori, en tout cas, elle a toutes les chances de réussir si elle garde son esprit de combatif et si elle garde cet objectif en vue. Très bien. Riyad Sidawi, je me retourne vers vous. Alors, on en a parlé en tout début d'émission. Poutine a exposé la politique étrangère russe devant de nouveaux ambassadeurs. Avant de parler de son contenu, j'aimerais qu'on évoque son timing. Cela intervient au moment même où s'ouvrait l'Assemblée générale des Nations unies à sa message au reste du monde. Le timing est bien choisi, évidemment, et je dois souligner que certains chiffres pour que les spectateurs comprennent qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tout d'abord, la Russie, c'est la première puissance nucléaire mondiale. Je répète et je souligne, même avant les États-Unis d'Amérique, la Russie, c'est la première puissance nucléaire mondiale. La Chine, selon l'FMI et la Banque mondiale, en 2030, le produit intérieur brut de la Chine va dépasser le produit intérieur brut des États-Unis d'Amérique. Et ça sera la première économie mondiale. L'Inde déjà a dépassé avec son produit intérieur brut la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est 6e, la France est 7e. Le Brésil est très important. En 2030, son produit intérieur brut va dépasser le produit intérieur brut français, qui va occuper la 7e place. Alors la France sera en 10e place. Alors,
le monde change à travers des chiffres, et ce sont les chiffres du FMI, de la Banque mondiale. Poutine l'a bien compris, les Chinois l'ont bien compris, les Indiens l'ont bien compris, la même chose au Brésil, les pays de BRICS, les pays de Shanghai. Je veux dire, la Russie n'est pas un pays isolé dans ce monde-là. Comment on veut le faire vu la croire? population Oui. et l'économie, c'est un bloc fort, dominant, qui a l'avenir selon les chiffres, puisqu'il y a eu cette alliance stratégique entre la Chine et la Russie. Très bien, Karine Béché-Golovko, je vous retourne la question. Le timing, on l'a dit, où Vladimir Poutine s'adressait aux ambassadeurs, aux nouveaux ambassadeurs, pour leur exposer la politique étrangère à l'heure où s'ouvrait l'Assemblée générale des Nations unies. Quelle lecture faut-il en faire? Il ouvre effectivement la porte, hein, même symboliquement, et affiche cette possibilité d'une alternative. C'est que d'un côté, vous avez à l'ONU ce discours globaliste, ce discours atlantiste, hein, et lui ouvre la porte justement à cet autre discours quand il parle de la fin de l'hégémonie américaine, quand en fait il parle de cette déglobalisation. Donc oui, derrière cela, l'on voit effectivement quelque chose d'extrêmement symbolique. Le message, à mon avis, est passé. Et ce qui serait intéressant derrière aussi, c'est que justement pour qu'il y ait réellement une coalition d'États qui se mette en place, qui ne soit pas reliée que par des intérêts économiques, mais il est important que tous ces pays qui partagent cette même vision du monde arrivent à se transformer en bloc politique afin de devenir réellement une force politique. Et ça, c'est aussi une porte qui a été ouverte. Maintenant, la balle est dans le camp aussi des autres pays. Karine Béché-Golovko est justement devant le personnel diplomatique. Le président russe a indiqué que Moscou s'inquiétait de nouveaux combats entre les anciens États soviétiques, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie prône le dialogue, mais nous assistons tout de même à un embrasement dans la région. Quelle interprétation en faites-vous? C'est effectivement, on va dire, un calendrier assez surprenant ou très bien organisé au choix, puisque cela oblige la Russie à voir ses frontières et à voir en tout cas son étranger proche déstabilisé. Il serait quand même surprenant que ces phénomènes arrivent naturellement tout seuls, justement en ce moment. L'on voit l'Arménie qui demande de l'aide à la Russie. La Russie, elle est déjà très occupée actuellement en Ukraine. L'on voit Pelosi enfin en tout cas les États-Unis qui débarquent en Arménie pour essayer de reprendre la main, mais on va comprendre aussi que derrière l'Azerbaïdjan, il y a aussi la Turquie qui joue son jeu. Et nous sommes face à une volonté totale, hein, de déstabiliser l'étranger proche de la Russie, déjà pour éviter à tout prix que ces pays se fassent corps avec la Russie et que la CEI se retransforme en reprenant plus ou moins les frontières proches de celles de l'Empire russe et de l'URSS ensuite. Ça, c'est la première chose absolument que les États-Unis et le monde globaliste veulent absolument éviter, d'où l'intérêt de mettre en place ces conflits et de faire les gens se battre les uns contre les autres. On dit diviser pour mieux régner, il me semble que c'est tout à fait approprié là. Oui. Riyad Sidawi, devant le personnel diplomatique, on l'a dit, Vladimir Poutine a indiqué que Moscou s'inquiétait de nouveaux combats entre les anciens États soviétiques, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On l'a vu aussi dernièrement entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. La Russie, on l'a vu, prône le dialogue, mais nous assistons tout de même à un embrasement de la région. Que faut-il en retenir? La Russie, évidemment, veut encourager ces ex-républiques soviétiques de s'unir, de ne pas se battre. Évidemment, la Russie répète toujours qu'il y a un plan, toujours il y a des plans occidentaux afin de déstabiliser la Russie si on n'arrive pas à affronter directement la Russie. Donc, on affronte la Russie via ces pays. Mais le monde a changé. Moi, je veux dire aussi pour le monde arabe, on a une occasion d'or qui nous fait renaître l'âge d'or du monde arabe, qui sont les années 50 et 60. N'oublions pas, avec la chute de l'Union soviétique et la destruction de l'Union soviétique, ce qui s'est passé, que les États-Unis d'Amérique ont envahi
illégalement l'Irak en 2003, la destruction de l'Irak, aussi illégalement 2011 la Libye, parce que la résolution de 1973 ne stipule pas le changement de régime libyen par la force de l'extérieur, la destruction de la Syrie, il y a eu des projets contre d'autres pays arabes souverains, à leur tête l'Algérie. Donc il faut dire qu'on est très très gagnant, on est gagnant-gagnant le monde arabe face à ce nouveau clivage entre l'Occident et l'Orient, entre la Chine et la Russie d'un côté et les États-Unis d'Amérique et ses alliés. C'est une occasion d'or afin de faire renaître le projet arabe historique des années 50 et 60, la souveraineté et l'indépendance. Très bien. Riyad Sidawi, nous l'avons appris ce soir, Vladimir Poutine doit s'exprimer aujourd'hui à propos des référendums qui se préparent dans les régions de Kherson et Zaporozhye. L'indépendance de ces régions ne va-t-elle pas attiser davantage les tensions? Tout d'abord, la charte de l'ONU de 1945 donne raison à l'autodétermination des peuples. Les peuples ont le droit de choisir qui les gouverne. Donc, c'est un droit pour les peuples dans ces républiques. Donc, je pense que la Russie est en train de gagner aussi sur ce plan. Très bien. Karine Béché-Golovko, on l'a dit, Vladimir Poutine doit s'exprimer ce soir à propos des référendums qui se préparent dans les régions de Kherson et Zaporozhye. L'indépendance de ces régions ne va-t-elle pas, selon vous, attiser davantage les tensions? Et ça va attiser, et ça a déjà commencé à attiser, Oui. puisque immédiatement le département de la justice américain s'est adressé au Congrès pour qu'il légalise le transfert des fonds russes qui sont gelés et pour les transférer à l'Ukraine. Donc déjà, ça a commencé. Ensuite, les États-Unis ont immédiatement déclaré qu'ils allaient continuer à fournir l'Ukraine en armes, et on peut être certain qu'il va y avoir une augmentation des fournitures d'armes. Mais Donc plus de confrontations armées à l'avenir. oui et non, parce que de toute manière, elle ne se serait pas arrêtée s'il n'y Ouais. avait pas eu ces référendums. Donc, ça sont des choses différentes. À mon avis, c'est simplement quand ils ont lancé cette contre-offensive hein, à travers les Ukrainiens et beaucoup, en tout cas, de mercenaires entre guillemets, la Russie réellement a reculé parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait l'OTAN qui entre de manière aussi directe dans le combat. La réaction de la Russie est une réaction asymétrique. Elle veut protéger ses territoires, d'une part, Oui. hein, ceux qu'elle tient, et les faire non pas passer par le stade de l'indépendance, mais directement entrer en Russie. Donc ça, c'est réellement une protection. Et ce qui va obliger très sérieusement, en tout cas l'OTAN, à réfléchir, est-ce qu'ils veulent entrer dans une confrontation directe avec la Russie? Dans ce cas-là, la Russie, elle aussi, va avoir les mains déliées et va pouvoir réagir de façon beaucoup plus forte, puisque pour l'instant, elle retient l'armée. Elle n'utilise qu'une très faible part. Hein. Elle n'utilise uniquement que les contractuels et certaines armées privées. L'armée en tant que telle n'est pas mise en place. Très bien. Et l'on voit aussi des législations qui aujourd'hui sont adoptées à toute vitesse par le Parlement russe sur certaines dispositions concernant l'état de guerre, les législations pénales qui vont autour, etc. Donc elle est en train quand même de préparer au cas où une réponse beaucoup plus sérieuse. Est-ce que l'OTAN va aller jusqu'à la confrontation avec le risque de complètement perdre l'Ukraine, parce qu'il y a des chances dans ce cas-là que militairement la Russie gagne, hein, si réellement elle rentre dans le jeu? Ou est-ce qu'au contraire, l'OTAN va d'un côté faire crier la Pologne et les pays baltes qui sont là pour ça, faire téléphoner Macron qui est très doué pour jouer au téléphone, mais à côté de ça, va peut-être essayer de rentrer dans un jeu de négociation pour, en tout cas politiquement et un certain temps, bloquer la frontière à la frontière de ces référendums, sachant très bien que le conflit de toute manière ne s'arrêtera pas là, puisque à terme, l'OTAN ne peut pas se permettre de perdre. Donc de toute manière, ils peuvent tenter de geler le conflit aujourd'hui par un certain compromis, mais ce sera pour mieux préparer une attaque derrière. Donc ça aussi, maintenant, nous entrons en tout cas dans une nouvelle phase. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Karine Béché-Golovko. Merci Merci. d'avoir participé à cette émission qui touche malheureusement à sa fin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. Je remercie également Riyad Sidawi. Merci d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous. Vous êtes directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse. Cette émission touche donc à sa fin. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.